2 chiffres ont suffi à fissurer un mythe. 70% d'électricité nucléaire, 0 uranium extrait en France métropolitaine. Quand le Niger a dit « stop », Paris a découvert qu'une simple signature pouvait secouer un système présenté depuis des décennies comme autonome, propre et inébranlable. Pour celles et ceux qui regardent de loin, comment comprendre qu'un pays longtemps marginalisé puisse, en un communiqué sec, renverser l'ordre établi et forcer une puissance à tout recalculer? Dans ce nouveau récit africain, le nom d'Ibrahim Traoré devient un repère bruyant, presque obsédant. Ce qui se joue ici dépasse largement une dispute commerciale. C'est une remise à zéro des rapports de force entre l'Europe et le Sahel, et chacun sent que les conséquences pourraient redessiner une partie de l'ordre énergétique mondial. La promesse de cette enquête est simple: comprendre comment une décision administrative, brève et sans mise en scène, a pu transformer un marché réputé stable en zone de tension stratégique. Et pourquoi ce précédent pourrait servir de modèle ou d'avertissement pour d'autres nations africaines riches en ressources. La bascule est déjà visible. Des gouvernements réévaluent leurs contrats, des entreprises scrutent leurs chaînes d'approvisionnement et des institutions européennes s'interrogent sur leur véritable marge de manœuvre. Et pourtant, une question revient en coulisses, presque chuchotée. Que se passe-t-il lorsque l'illusion d'indépendance énergétique s'effrite d'un seul geste? C'est à ce point précis que les enjeux deviennent tangibles. Car un continent longtemps considéré comme périphérique vient de prouver qu'il peut imposer le tempo. Le premier choc est venu en chiffres, bruts et incontestables. En quelques heures, plus de 200 millions de dollars d'uranium destinés à la France ont été immobilisés dans le désert nigérien. Le second a suivi aussitôt. Ce n'était pas une menace, pas un ultimatum, mais une rupture sèche, écrite en 3 lignes, qui a forcé Paris à admettre ce qu'aucun discours politique ne disait totalement. Ce geste, perçu d'abord comme une provocation militaire, a très vite révélé une mécanique plus profonde. Pendant 50 ans, la France avait fondé son autonomie énergétique sur un combustible qu'elle ne possédait pas, extrait dans un pays souvent marginalisé, où l'uranium quittait la Terre plus vite que les bénéfices ne parvenaient aux habitants. Le récit officiel célébrait la stabilité, la propreté, la maîtrise technologique. La réalité, elle, dépendait du Sahel. Et personne ne voulait vraiment poser la question dérangeante. Que se passerait-il si un jour, l'Afrique décidait de fermer le robinet? Le Niger n'a pas envoyé de délégation, n'a pas menacé par médias interposés, n'a pas multiplié les signaux faibles. Il a simplement arrêté. Les camions d'Orano se sont retrouvés bloqués sous un soleil de plomb. Les permis ont perdu leur valeur en une nuit, et les forces nigériennes ont repris le contrôle des zones minières comme si l'évidence avait toujours été là. Dans les rues de Paris, rien n'a changé immédiatement, mais au palais de l'Élysée, la panique s'est installée. Réunion d'urgence, appel aux fournisseurs secondaires, scénario de rationnement. Le mot « crise » est réapparu avant même que les experts n'osent l'utiliser publiquement. Ce que cette rupture a exposé, plus encore que la dépendance matérielle, c'est la fragilité d'un mythe politique entretenu pendant des décennies. Et pendant que Paris tentait d'absorber le choc, un autre acteur, à Ouagadougou, lisait la situation différemment. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas une crise, mais l'ouverture d'une fenêtre stratégique que l'Afrique attendait depuis longtemps. Dans les heures qui ont suivi l'annonce nigérienne, un besoin est apparu. Comprendre qui, dans la région, possédait une lecture suffisamment lucide pour transformer un acte de rupture en levier stratégique. C'est là qu'intervient la figure qui va servir de fil conducteur tout au long de cette enquête. Un dirigeant qui, depuis des mois, répétait que l'Afrique devait se préparer à reprendre le contrôle de ses matières premières avant que la crise ne l'y force. La montée en visibilité de ce discours s'est faite par petites scènes concrètes. Ces signaux, modestes mais persistants, ont révélé quelque chose de plus large. Un basculement mental collectif, où les populations du Sahel ne se voyaient non plus comme des spectateurs,
mais comme des acteurs du changement. Ce glissement de perception, souvent ignoré dans les analyses géopolitiques classiques, prépare déjà les développements qui suivront. Et la question, désormais, est simple. Le terrain ne sera plus jamais le même. Tout commence par un geste administratif, sec, presque clinique. Un communiqué des autorités nigériennes annonçant l'arrêt immédiat de toutes les exportations d'uranium vers la France. Rien de théâtral, aucun ultimatum, pas même une phrase de transition. C'est le quichouat. En quelques minutes, les directeurs d'Orano comprennent que les permis d'exploitation ne valent plus rien. Les camions chargés restent immobiles. Les gardes changent. Le corridor logistique, jadis fluide, se fige sous la chaleur du Sahel. À Paris, le haut-le-ton commence. Les conseillers se ruent dans les salles sécurisées de l'Élysée. Les ministres appellent les PDG. On active les cellules de crise. On parle de perturbations massives, de pression sur le réseau, de recours au stock. La comparaison avec 1973 surgit immédiatement. Une crise énergétique, mais cette fois sans pétrole. Là, c'est la matière première du modèle français qui vacille. Les lignes rouges de la communication officielle disparaissent. L'idée d'indépendance énergétique devient soudain difficile à défendre. Le chaos se produit lorsque les images filtrent depuis le désert. Des colonnes de véhicules français immobilisés derrière des postes de contrôle nigériens. Ce qui frappait n'était pas leur vulnérabilité, mais la régularité de la scène. Aucun chaos, aucune brèche sécuritaire, juste une transition nette de pouvoir. C'est le moment où l'Europe réalise que l'Afrique n'est pas entrée dans une phase d'agitation, mais dans une phase de décision. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré saisit immédiatement l'importance du symbole. Il décrit l'événement non comme une crise, mais comme la première manœuvre d'un rééquilibrage nécessaire. Cette lecture se propage vite. À Bamako, puis à Conakry, les gouvernements convoquent leur comité minier. Les mots « renégociation » et « audit » apparaissent dans les communiqués. Les journalistes africains commencent à employer l'expression « révolution sahélienne des ressources ». Les populations suivent la situation comme un match où, pour la première fois, les règles se répètent définies par leurs propres États. Dans les radios communautaires, on explique que si le Niger peut dire non à Paris, le Mali peut revoir ses contrats aurifères et la Guinée ses accords bauxitiques. Le Dushan se fait sentir en Europe. Les analystes allemands s'inquiètent des risques pour la transition verte. Les marchés s'agitent. Les entreprises françaises anticipent une hausse du prix de l'électricité et des révisions de contrats longs. À Bruxelles, des groupes de travail spéciaux sont activés pour mesurer la dépendance réelle aux matières africaines. Les diplomates européens tentent une rhétorique rassurante, mais la dynamique a déjà changé. L'Afrique parle d'une seule voix sur un dossier majeur, et l'Occident n'a pas de réponse claire. Dans cette course aux ajustements, un élément devient incontournable. Les pays du Sahel ne sont plus perçus comme des fournisseurs lointains, mais comme des acteurs politiques capables d'imposer un tempo. Et, en arrière-plan, un nom revient dans les déclarations et les éditoriaux. Ibrahim Traoré, dont la lecture de la souveraineté sert désormais de cadre explicatif à ce bouleversement. Les premiers chiffres qui remontent des capitales donnent la mesure exacte du bouleversement. Ces trois mesures structurent la compréhension du séisme actuel. Elles dévoilent un déséquilibre dont les acteurs africains avaient conscience, mais dont l'Europe ne percevait pas la portée. Dans les ministères français, les analystes revoient leur grille de risque. Les scénarios anticipant une diversification de l'approvisionnement se révèlent trop optimistes, voire théoriques. Le coût du remplacement augmente mécaniquement parce que les fournisseurs alternatifs exigent des conditions différentes et des délais plus longs. Au Niger, ces données nourrissent un discours inédit. Pour la première fois, un pays africain démontre qu'il peut utiliser une ressource stratégique non seulement comme levier économique, mais comme outil de rééquilibrage géopolitique. Le gouvernement met en avant l'idée que les chiffres ont été ignorés pendant trop longtemps et que la décision de couper les exportations n'est pas un acte de provocation,
mais un geste de correction. Cette interprétation s'ancre solidement, car elle semble confirmer une vérité longtemps étouffée. La valeur réelle du Niger ne se mesure pas dans les contrats, mais dans son pouvoir de décision. Les institutions internationales prennent également la mesure du choc. Les experts en énergie rappellent que la France, malgré son discours d'indépendance, demeure structurellement dépendante de l'uranium importé. Les chiffres, déjà connus, prennent une autre couleur depuis l'embargo. Les ONG pointent le paradoxe d'un système dans lequel un pays producteur vit sous le seuil de pauvreté pendant que son principal client affiche les prix d'électricité parmi les plus stables d'Europe. Ce glissement analytique ouvre la porte à un débat plus large, celui de la gouvernance des ressources africaines. Les centres de recherche du Sahel commencent à publier des notes où l'on observe un mouvement cohérent entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le principe est simple. Si les chiffres ont servi à structurer l'avantage des autres, ils peuvent désormais servir à structurer l'avantage des États africains eux-mêmes. Et c'est précisément cette bascule qui alimente le momentum régional, car les données ne sont plus seulement des preuves, elles deviennent des arguments politiques. Deux lectures opposées émergent dès les premiers jours de l'embargo. La première, largement relayée dans certains cercles européens, affirme que la décision du Niger relève d'un geste impulsif d'un gouvernement militaire en quête de légitimité. Selon cette ligne, l'arrêt des exportations nuirait davantage à Niamey qu'à Paris, car il priverait le pays d'une source de revenus stable et risquerait d'isoler son économie déjà fragile. Cette position insiste sur l'idée que l'Afrique rejouerait ici un scénario risqué, où l'idéologie précède la prudence. La seconde lecture, portée par de nombreux médias et analystes africains, défend au contraire que l'embargo n'est pas un acte de rupture inconsidéré, mais une rectification historique. Après 50 ans d'extraction, alors que 42% de la population nigérienne vit encore dans la pauvreté, la décision serait un rééquilibrage nécessaire. L'argument central est simple. Si la France pouvait construire un discours d'indépendance énergétique en s'appuyant sur une ressource importée, alors le Niger peut, lui aussi, redéfinir les conditions de cette relation. Cette lecture souligne que l'acte n'était ni brusque ni chaotique, mais parfaitement maîtrisé. La force de ces deux positions oblige à examiner les faits, sans rhétorique. Les événements sur le terrain montrent que les sites miniers ont été repris sans violence, que les convois ont été stoppés de façon méthodique, et que les autorités nigériennes ont communiqué clairement, sans ambiguïté ni improvisation. Des camions chargés sont restés immobiles dans le désert parce qu'un protocole avait été activé, pas parce qu'un mouvement désordonné avait éclaté. La critique selon laquelle le Niger se serait tiré une balle dans le pied ignore aussi un élément central. Le geste a immédiatement suscité une vague de soutien populaire dans plusieurs pays du Sahel. Cette adhésion n'est pas si anecdotique. Elle révèle une fatigue profonde face à des décennies de contrats déséquilibrés. Face aux deux camps, la conclusion la plus solide reste celle-ci. L'embargo n'était pas un caprice, mais un calcul. Le milieu bascule ici, parce qu'à ce moment précis, l'embargo cesse d'être un simple acte de souveraineté pour devenir un révélateur d'alliances émergentes. Au Niger, les premières discussions discrètes avec Moscou, Pékin et New Delhi montrent que le pays n'agit pas dans le vide. Il voit déjà une alternative au monopole français. Les émissaires arrivent, les propositions circulent, et l'idée d'un nouvel axe énergétique se profile, encore flou, mais bien réel. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré comprend immédiatement la portée de cette recomposition. Il parle non pas de rupture, mais de réveil stratégique, insistant sur le fait que si un pays peut refuser un cadre hérité de la période coloniale, alors toute une région peut redessiner ses propres règles. Ce changement de perspective, presque invisible pour les observateurs extérieurs, modifie pourtant le centre de gravité géopolitique du Sahel. Là où l'Europe voit un risque, les États du Sahel voient une marge de manœuvre inattendue. Et ce renversement silencieux devient la clé de lecture du second acte.
Les conséquences ne seront pas que françaises, mais africaines, asiatiques et globales. Le point médian n'est donc pas un arrêt, c'est une ouverture. Les effets concrets de l'embargo se déploient en 4 cercles, chacun touché à une profondeur différente, mais tous liés par la même dynamique. La souveraineté redevient un paramètre actif, non plus théorique. La décision provoque un mouvement intérieur immédiat. Le gouvernement promet de réorienter les revenus futurs vers les services publics. Et des réunions publiques s'organisent à Niamey pour discuter d'un fonds souverain consacré à l'uranium. L'enthousiasme reste prudent. Les citoyens savent que la transparence ne s'improvise pas, surtout sous un régime militaire. Mais quelque chose change. Les Nigériens ne sont plus spectateurs. Ils débattent, questionnent, exigent. Les prix augmentent temporairement. Certains programmes d'aide étrangère se retirent. Mais l'idée d'une dignité retrouvée prend le dessus. Le pays teste sa propre capacité à assumer les coûts d'un choix stratégique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré transforme l'embargo en argument politique central. Si le Niger peut reprendre la main, alors le Burkina Faso doit faire de même avec son or, son manganèse et ses corridors logistiques. Le discours trouvé au co. Les radios locales relaient des comparaisons simples. Nos minéraux, nos règles, qui renforcent l'idée d'un pacte régional. Le Mali, de son côté, ouvre des audits sur des contrats aurifères signés depuis des décennies. Ces gestes, symboliques ou pratiques, créant un alignement rare entre 3 pays enclavés longtemps considérés comme fragiles. La coopération n'est pas encore formelle, mais elle prend racine dans une certitude commune. L'Afrique peut négocier autrement. En Europe, l'embargo agit comme un rappel brutal. L'illusion d'autonomie énergétique repose sur une chaîne d'importation vulnérable. Les institutions réactivent des plans d'urgence et certains États envisagent de relancer des infrastructures abandonnées. Les entreprises françaises anticipent des hausses de coûts, tandis que les diplomates tentent de rassurer des partenaires inquiets. Aux États-Unis, les agences de renseignement perçoivent un vide stratégique et redoutent une progression russe dans la région. Le Sahel quitte la catégorie des dossiers secondaires. Il redevient un terrain de compétition globale. Au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud, l'embargo est lu comme un précédent. Un pays africain a dit non à un ancien empire et l'a fait sans effusion de sang. Les éditoriaux saluent un modèle post-colonial réaliste, où les ressources deviennent des leviers et non des malédictions. Dans plusieurs forums internationaux, des diplomates évoquent déjà l'idée que les minéraux stratégiques pourraient servir à redéfinir les termes commerciaux mondiaux. Le Niger n'est plus un cas isolé, il devient un signal. Et dans cet ensemble d'effets croisés, un point revient comme une ligne de basse. Le Sahel ne se contente plus de réagir, il impose désormais son tempo. Les prochains mois s'organisent autour de 3 trajectoires possibles, chacune dépendant de facteurs déjà visibles. La capacité du Niger à tenir son pari, la cohésion du trio sahélien et la manière dont les puissances extérieures ajusteront leur propre stratégie. Dans cette hypothèse, l'embargo reste en place, mais les effets économiques se stabilisent progressivement. Le Niger parvient-il à sécuriser des accords préliminaires avec de nouveaux partenaires, sans pour autant obtenir les conditions idéales? La France diversifie ses approvisionnements au prix d'un surcoût modéré, tandis que l'Europe réactualise sa politique énergétique en intégrant enfin la variable africaine. Le Sahel gagne en poids symbolique, mais avance dans un environnement encore fragile. Aucun effondrement, aucune victoire totale, seulement une recomposition prudente, où chaque acteur corrige ses trajectoires sans renoncer à sa position publique. Ici, la dynamique enclenchée par l'embargo se transforme en coordination réelle. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso alignent leurs calendriers et leurs prix, formant un noyau de négociation qui attire l'intérêt d'autres États africains. Les contrats miniers commencent à être renégociés sur des bases plus favorables et plusieurs partenaires extérieurs acceptent des clauses plus strictes. La Chine avance prudemment, la Russie tente de sécuriser des positions,
Mais ce sont les pays du Sahel qui fixent le tempo. Ce scénario repose sur une variable, la stabilité interne et la capacité à maintenir une unité stratégique face aux tentatives de division. Ce chemin s'ouvre si les coûts internes deviennent trop lourds. Une inflation persistante, la réduction de certaines aides étrangères et les difficultés logistiques pourraient affaiblir le soutien populaire au Niger. Dans ce cas, la France reprendrait l'avantage diplomatique, renforcé par l'idée que l'embargo était insoutenable. Le trio sahélien se fissurerait sous des pressions divergentes, et les grandes puissances exploiteraient ces failles pour rétablir des accords plus traditionnels. Le momentum africain serait repoussé, mais non effacé. À travers ces trois scénarios, une seule recommandation de pensée s'impose. L'avenir se jouera moins dans les déclarations que dans la gestion du temps, car celui qui tient le rythme impose la norme. Ce moment de bascule ne concerne pas seulement les gouvernements, les entreprises ou les diplomaties. Il touche aussi celles et ceux qui observent, s'interrogent, entuchent et cherchent à comprendre de ce que cette rupture dit du monde actuel. L'embargo sur l'uranium n'est pas une anecdote lointaine. Il révèle une fissure dans l'idée même de stabilité globale, et chacun la ressent à sa manière. Pour les étudiants, les chercheurs, les analystes qui suivent les dynamiques internationales, l'épisode nigérien agit comme un rappel brutal. Les chaînes d'approvisionnement ne sont pas abstraites. Elles reposent sur des décisions humaines, souvent prises loin des centres habituels du pouvoir. Voir un pays longtemps considéré comme périphérique devenir l'initiateur d'un choc géopolitique oblige à repenser les modèles et les certitudes accumulées. Pour les jeunes du Sahel, mais aussi pour la diaspora africaine, l'événement ravive un sentiment rarement exprimé dans les rapports institutionnels. Celui de voir enfin un pays africain imposer ses propres règles sans attendre le feu vert de personne. Le geste du Niger ne promet pas un avenir simple, mais il ouvre un espace mental nouveau où la souveraineté n'est plus un slogan, mais une voie possible. Dans les conversations, l'idée revient que si un État peut dire non, alors d'autres peuvent faire de même. Pour ceux qui ne suivent ni les marchés ni la politique, l'histoire prend une forme plus intuitive. Un petit pays a provoqué un débat mondial, simplement en reprenant le contrôle de ce qui lui appartient. Cette simplicité dérange, mais elle éclaire aussi. Les équilibres internationaux ne sont pas figés, et l'influence peut venir d'endroits inattendus. À travers ces trois regards, le message converge. Ce qui s'est passé au Sahel résonne bien au-delà du Sahel. Pour qu'un basculement devienne une transformation durable, il faut plus qu'un symbole. Il faut une méthode, des étapes claires et une capacité à mesurer les résultats. Les pays du Sahel semblent déjà esquisser une direction, mais le véritable test se jouera dans l'organisation concrète de leur souveraineté minérale. Voici un cadre possible, cohérent avec les dynamiques révélées par l'embargo. Avant toute négociation extérieure, le Niger doit sécuriser des mécanismes de transparence autour des revenus miniers. Sans confiance interne, aucune alliance régionale ne peut tenir. La création d'un fonds souverain clair, discuté publiquement, serait une première pierre solide. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont déjà amorcé une coordination politique. Ibrahim Traoré insiste sur l'idée de règles communes, prix, fiscalité, conditions d'exportation. Transformer cette intention en plateforme technique, avec des équipes mixtes et des calendriers conseils partagés, donnerait du poids aux négociations futures. La Russie, la Chine et l'Inde. Et l'Inde se sont rapidement positionnés, mais la clé sera de négocier sur la durée et non dans l'urgence. Explorer plusieurs pistes à la fois permet d'éviter une dépendance de substitution et de conserver une marge de manœuvre face aux grandes puissances. L'étape décisive consiste à réduire progressivement les exportations de matières brutes en développant des capacités locales de transformation. Même modestes au début, les infrastructures créent un effet d'entraînement économique durable. 3 mesures peuvent suffire. Emploi créé, part de revenus réinvestis localement et stabilité des prix. Interne, ce sont ces données qui permettront d'évaluer la solidité de la trajectoire.
La souveraineté ne se déclare pas, elle s'organise dans la durée. Au moment où l'on regarde en arrière, l'image qui remonte n'est pas celle des camions bloqués, ni des salles de crise parisiennes, mais celle, plus discrète, d'un territoire sahélien qui refuse de rester dans l'ombre. Comme dans les scènes évoquées plus tôt, les réunions improvisées, les auditeurs attentifs, les slogans peints sur les murs. Un fil relie ces instants, la volonté de ne plus être une simple note de bas de page dans les calculs des autres. Dans ce récit, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un de ceux qui ont donné des mots à une intuition collective, que la souveraineté n'est pas un luxe, mais une manière d'exister. Et lorsque le Niger a coupé l'uranium, cette intuition s'est matérialisée, presque tactile, comme si la poussière du Sahel elle-même s'était mise à porter un message. Ce que révèle cette rupture, au fond, dépasse la géopolitique. C'est une question de dignité, de rythme, de capacité à dire non avant d'être acculé. Et cette vérité-là, aucun embargo ne peut l'étouffer. La souveraineté commence dans le courage. Si cette histoire résonne autant, c'est parce qu'elle touche à quelque chose de profondément humain, la capacité d'un peuple à reprendre la main sur ce qui lui appartient. L'embargo nigérien n'a pas seulement déplacé des rapports de force. Il a révélé un changement d'époque où les nations longtemps reléguées découvrent qu'elles peuvent fixer leurs propres lignes. À travers le Sahel, cette idée circule, se transforme, se discute, comme une énergie nouvelle dont personne ne peut prévoir la forme finale. Pour celles et ceux qui suivent ces mutations, il ne s'agit pas de célébrer ou de condamner, mais de comprendre ce que cette bascule dit du monde qui vient. Les récits ne sont plus écrits dans une seule capitale. Ils émergent de plusieurs directions, parfois inattendues, parfois fragiles, mais toujours significatives. Si vous souhaitez continuer à explorer ces dynamiques, à décrypter les signaux faibles et à suivre les trajectoires des nations qui redessinent silencieusement les équilibres mondiaux, vous pouvez soutenir ce travail, partager cette analyse ou simplement rester à l'écoute.